bienvenue pour cette table ronde qui va être consacrée donc à la technologie pour apprendre et réapprendre à voir. Grâce à de nouvelles approches thérapeutiques, l'espoir de retrouver au moins en partie la vision se concrétise pour nombre de personnes aveugles ou rendues malvoyantes. Implant rétinien, optogénétique, sonogénétique, autant de termes qui ne seront bientôt plus des notions absconses. Nous évoquerons également cette vision inconsciente, subliminale, qui peut être travaillée pour récupérer en partie le champ visuel après un accident vasculaire cérébral, par exemple. Pour évoquer tous ces sujets, nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Sylvie Choqueron. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, fondatrice et présidente de l'association Les Yeux dans la Tête. À vos côtés, Maxime Lokitek, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes aveugle, champion international d'escrime et de surf et président fondateur de la Bibliosphère à Lyon. Et à vos côtés, Serge Picot, docteur en pharmacologie et neurosciences, directeur de recherche INSERM et directeur de l'Institut de la Vision à Paris. Et pour animer les échanges, Olivier Hertel, journaliste santé au point. Olivier, c'est à vous. Bonjour à tous. J'ai du son. Bonjour à tous, merci d'être là. Effectivement, on va parler de choses qu'on n'imaginait pas encore il y a quelques années. La possibilité de restaurer la vue dans des conditions souvent qui sont assez dégradées. Et on va commencer avec Maxime, vous avez compris, qui est quelqu'un d'assez énervant quand même. Parce que il est donc kiné, donc il est aveugle évidemment, il est kiné, il est champion de surf, champion d'escrime, il est en plus étudiant en master recherche parce qu'il a en plus l'envie de faire une thèse. J'ai pas tout dit. Il m'a convaincu de me remettre au surf. Maxime, je veux bien que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Ouais, donc moi je m'appelle Maxime Lokitek, comme vous le disiez, j'ai 23 ans. J'ai perdu la vue en 2017 suite à une leucémie myéloïde aiguë. Donc c'est un terme un petit peu compliqué, tout ça pour dire que c'est un cancer de la moelle osseuse. Et comme c'est la moelle osseuse qui constitue les cellules du sang, on peut dire aussi que c'est un cancer du sang. Bref, donc j'ai été hospitalisé pendant 9 mois et demi suite à cette leucémie. Et à la fin de l'hospitalisation, c'est un petit peu parti en cacahuète, on va dire, et j'ai perdu la vue. Donc l'avantage, c'est que je ne vois rien du tout. Je dis que c'est un avantage parce que c'est très facile à expliquer. J'ai des copains qui ont une vision tubulaire, d'autres qui ont une vision machin. C'est très compliqué. Moi, c'est très simple. Je suis dans le noir complet, donc comme ça, c'est réglé. Je suis arrivé à Lyon en 2018, donc quelques mois après avoir perdu la vue. Et j'ai commencé mon parcours universitaire par une école de kiné de laquelle je suis sorti il y a quelques mois. Donc, je suis kinésithérapeute depuis quelques mois. Et j'ai découvert la recherche scientifique pendant mon cursus de kiné. Et je me suis dit, mais la recherche, c'est génial. Je veux absolument faire ça de ma vie. Donc voilà, je suis actuellement, effectivement, comme vous le disiez aujourd'hui, étudiant en recherche. Vous avez perdu la vue donc l'année du bac, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il a fallu exactement. passer le bac dans des conditions quand même un peu vraiment tout à fait nouvelles pour vous. Ouais, du coup, effectivement, à la base, j'avais pour projet de passer le bac à l'hôpital, mais c'était trop compliqué. Mon état se dégradant, on s'est dit qu'au final, c'était mieux d'abandonner, entre guillemets, de repartir sur des bases saines l'année suivante, quoi. Aujourd'hui, donc, vous êtes diplômé en kinésithérapie et là, vous repartez dans les études sur un master recherche. Ouais, exactement. Là, je suis dans un master recherche. L'intitulé, c'est un petit peu compliqué. C'est biologie, physiologie et pharmacologie de la respiration et du sommeil. Tout ça pour dire que c'est un master de recherche en biologie, quoi, tout simplement. Et l'idée, c'est de faire une thèse de doctorat l'année prochaine. Donc là, ça fait quelques semaines que j'ai trouvé des directeurs. Donc je rentre en doctorat l'année prochaine et le projet final, c'est de devenir enseignant-chercheur. Donc quand je dis qu'il est énervant, il est vraiment énervant, quoi. Donc c'est parce que c'est pas fini. Vous avez d'autres projets, on peut le dire, de création de start-up. Tout à fait, ouais. Là, je bosse sur un projet actuellement, un projet entrepreneurial, du coup, effectivement. L'idée, c'est de développer une plateforme d'accessibilisation de la recherche bibliographique pour les étudiants et chercheurs déficients visuels. Parce que, comme ça a été mon cas pendant mon parcours universitaire, on doit souvent faire des travaux de recherche, que ce soit dans le cadre d'un rapport de stage, d'un mémoire, d'une thèse ou que sais-je. Le seul problème, c'est qu'il y a une grosse partie de ce travail de recherche qui nous est inaccessible, nous étudiants déficients visuels, qui est la recherche bibliographique. Donc, avec différents outils basés surtout sur l'intelligence artificielle, on va pouvoir permettre d'avoir accès
à des données qui ne sont factuellement pas accessibles, quoi. Il faut bien comprendre ce que c'est que la bibliographie quand on fait de la recherche. C'est qu'on a les chercheurs qui publient les résultats de leurs travaux dans des revues scientifiques. Dans ces revues scientifiques, c'est assez structuré, enfin les papiers sont assez structurés, c'est qu'il y a souvent un résumé, une introduction, etc. Donc ça paraît assez simple. Bon, généralement c'est toujours en anglais. Mais il y a aussi des figures, des fois des figures extrêmement complexes. Exactement. Donc pour une personne non-voyante, avoir accès à cette ressource-là, c'est quasiment impossible, parce qu'il faut non seulement avoir le texte, mais aussi la description des figures. Tout à fait. Et souvent, les figures sont très explicites et sont essentielles pour la compréhension des publications. Exactement. Et donc c'est ce que fait l'IA que vous êtes en train de développer, c'est qu'elle Tout à fait. décrive absolument tout, que ce soit du texte ou de l'image, en fait. Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc on sait quand est-ce que cette société va voir le jour Donc là, pour l'instant, moi, j'utilise l'outil, qu'on est sur une version un peu bêta. Je travaille dessus pour mon mémoire de master. Et en septembre 2024, donc à la rentrée, là, dans quelques mois, je vais pouvoir mettre à disposition l'outil pour un échantillon de personnes, histoire de faire une année universitaire de test and learn. Donc on va pouvoir, avec les retours des utilisateurs, améliorer l'outil. Et l'idée, c'est à la rentrée 2025 qu'on puisse le rendre disponible dans toute la francophonie et même dans le monde entier, si on arrive dans les temps à développer une version anglophone. Bon, je crois que c'est vraiment génial. Merci Maxime. On va peut-être passer à Serge. Oui. Alors, Merci. D'ailleurs, j'ai juste oublié de dire une chose, Maxime, c'est que vous m'aviez parlé de 3 piliers dans la vie, donc c'est vos études, le projet entrepreneurial et la sensibilisation au handicap que vous êtes en train de faire aujourd'hui, donc ça c'est vraiment le... Tout à fait. Ouais, voilà. Serge, votre boulot, vous, c'est justement peut-être d'aider des gens comme Maxime, avec des technologies extrêmement sophistiquées, l'Institut de la Vision. On peut commencer à expliquer peut-être par les rétines artificielles Oui, alors l'idée c'est de redonner la vue à certains patients. Alors, bon, à l'Institut de la Vision, quand même, on essaye de comprendre aussi comment on voit. On essaye aussi de prévenir les maladies, parce que ça serait mieux quand même de prévenir la maladie plutôt que de restaurer la vue après. Puis, malheureusement, il y a déjà beaucoup de patients aveugles, donc on essaye de trouver des solutions pour eux. Et c'est pour ça qu'on essaye de redonner la vue à des patients devenus aveugles. Donc, en fait, on a plusieurs approches. Et la première, ça a été d'utiliser une petite puce électronique qu'on voit sur les images. Alors, ce serait bien qu'on ait sur effectivement l'écran central, si c'est possible, d'avoir la présentation. Donc, en fait, l'idée, vous allez voir, c'est une petite puce qui fait 2 mm par 2 mm qu'on va venir glisser sous la rétine. Et en fait, il y a comme des photorécepteurs électroniques. Un photorécepteur, en fait, ça transforme la lumière en une activité électrique. Et là, en fait, il y a des photodiodes électroniques qui sont sensibles dans l'infrarouge et qui sont connectés à des électrodes. Donc, en fait, quand vous mettez de la lumière infrarouge sur cette puce électronique, elle va libérer des courants. Donc, exactement ce que fait un photorécepteur. Sauf que la taille de ces photorécepteurs électroniques, ils font 100 microns, alors qu'un photorécepteur, il peut faire jusqu'à 1 micron. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans la même résolution. Mais ce qui est fantastique, c'est que ces petites puces électroniques, elles permettent aux patients de retrouver une acuité visuelle au point qu'ils peuvent relire, et ils ont une vision qui est pratiquement de 1/20. On le voit sur la vidéo d'ailleurs, on voit la patiente avec un écran. Une patiente qui relit en fait des lettres. Donc c'était une première approche, et c'est une approche qui est actuellement en évaluation clinique. Les résultats sont quand même très positifs, mais on n'était toujours pas assez content parce que en fait on veut toujours améliorer, et on s'est demandé est-ce qu'on pourrait développer une approche où on aurait en fait une résolution cellulaire, c'est-à-dire où on pourrait descendre peut-être à 10 microns au lieu d'être à 100 microns, donc encore 10 fois mieux que ces implants. Et donc on s'est dit par quelle approche on peut faire ça. Et là on s'est intéressé un peu à tout ce qui se trouve en biologie et qui permet de voir. Et en fait il se trouve qu'il y a des petites algues. On voit une de ces images de l'algue. Ne paraît pas être on a un retour, voilà. J'ai l'impression. Non, c'est juste. Pardon, c'est la vidéo. Donc en fait, grâce à cette approche, vous voyez, il y a un patient qui commence à revoir. Donc il était totalement aveugle depuis 14 ans. Vous voyez que là, par exemple, il arrive à trouver un objet, donc tout petit sur une table. Et en fait, il voit par cette approche où en fait on redonne de la sensibilité à la lumière
à leur rétine grâce à une protéine de cette algue. C'est une protéine qui est en fait une opsine. Donc vous voyez là, il peut compter des objets sur une table. Et donc en fait, cette protéine de l'opsine, elle est sensible à la lumière et elle génère un courant. Donc en fait, on peut... Voilà, donc là, on voit le patient qui relit. Donc c'était un patient qui était aveugle depuis 14 ans dû à une dystrophie de la rétine, c'est-à-dire qu'il a perdu ses photorécepteurs complètement. Là, je pense qu'on peut revenir, parce que juste sur la technologie qu'on a vue juste avant, on avait en gros une puce implantée au niveau de la rétine qui permettait de transformer la lumière en électricité, qui envoyait l'information au cerveau pour dire voilà ce que tu dois voir. Là, c'est encore différent, c'est qu'on est plus dans la biologie, c'est-à-dire qu'on a extrait une protéine, enfin on n'a pas extrait une protéine, on a extrait un gène de cette algue et on l'a... C'est là qu'on peut parler d'organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire que vous faites des OGM au laboratoire, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on a par thérapie génique. On va pas partir dans ce débat, mais l'idée c'est que effectivement on prend un code génétique d'une algue et on va l'introduire dans les cellules du patient pour que en fait les patients expriment la protéine de l'algue qui rend les cellules sensibles à la lumière et qu'on va pouvoir du coup les activer par la lumière, et des neurones résiduels de la rétine, une fois que les photorécepteurs ont disparu, il reste quand même des neurones dans la rétine, et donc on va essayer de leur conférer une sensibilité à la lumière. Donc cette thérapie génique, elle se fait au niveau de la rétine. Donc voilà, on va injecter dans l'œil un vecteur de thérapie génique qui va diffuser vers la rétine, et du coup, le code génétique va rentrer dans les neurones, il va être exprimé par les neurones. La protéine d'algue, il faut bien se rendre compte que les cellules, elles vont être décorées comme des algues. Et c'est ce qui faisait qu'on avait très très peur qu'il y ait un problème, parce qu'une cellule déguisée comme une algue dans le corps humain, on avait peur que les cellules inflammatoires, les cellules qui sont là pour un peu regarder s'il y a des étrangers comme des bactéries ou des virus, eh bien que ces cellules attaquent. Qu'on ait une réaction immunitaire assez violente et qui détruise les cellules en question. Et donc là, le patient que vous voyez, c'est quand même une première mondiale. C'est la première fois que cette approche qui a été une révolution dans les neurosciences, en fait, est apportée chez l'humain et que grâce à cette technologie, un humain retrouve une fonction. Parce que cette approche, on pourrait l'utiliser dans d'autres domaines pour stimuler d'autres neurones et retrouver d'autres fonctions. Mais là, notre enjeu, c'était de redonner la vue aux patients. Pour qu'on comprenne bien, donc je le redis encore une fois parce que c'est assez extraordinaire, on a un gène d'une algue qui va produire une protéine de cette algue qui est sensible à la lumière pour restituer en fait cette sensibilité que l'œil a perdue, que la rétine a perdue. Par contre, il faut, on le voit, il y a un dispositif, il y a des lunettes sur le visage de la personne, il faut amplifier cette lumière parce qu'elle est... Alors, la protéine de l'algue, elle est quand même très peu sensible. Si nous, nos photorécepteurs, il y a toute une cascade de protéines pour nous permettre de voir, c'est justement pour qu'on ait une sensibilité très élevée à la lumière. Là, c'est un système très simple, c'est du tout en un. C'est-à-dire que la protéine, elle reçoit la lumière, elle génère le courant, donc il n'y a pas de mécanisme d'amplification comme dans nos photorécepteurs. Et donc c'est pour ça que là, eh bien, il va falloir qu'en fait, on augmente les niveaux d'intensité, parce que je pense que sur la plage, le patient verrait, mais quand il rentre chez lui où il y a moins de lumière, bien, il ne pourrait pas voir. Donc en fait, il va porter des lunettes qui vont permettre de transformer les images qu'il a devant lui en fait des images à 600 nanomètres, c'est-à-dire dans le rouge, à en fait la gamme de sensibilité la plus élevée de cette protéine d'algue. C'est-à-dire qu'on rappelle, la lumière, elle est composée de tout un tas de couleurs, de il y a longueurs d'onde différentes. Voilà, l'arc-en-ciel. Et donc là, vous choisissez une longueur d'onde particulière que vous allez récupérer donc, de la lumière environnante. Vous allez amplifier. C'est la couleur, entre guillemets, de la lumière à laquelle la protéine est sensible et qui permet justement d'obtenir l'effet qu'on recherche. Exactement. Donc en fait, ce qui était fabuleux, c'est que là, on voit que le patient, il retrouve une certaine performance visuelle. Alors, il y a encore des marges de progression, mais l'idée, c'est qu'on pourrait atteindre une bien meilleure acuité visuelle par cette approche que par les prothèses. Ceci dit, même chez les prothèses, il y a déjà
des projets d'améliorer la vision avec ces prothèses. Juste pour avoir une petite idée, combien de patients ont bénéficié de cette... Alors là, il n'y a qu'une dizaine de patients qui ont été injectés. L'idée, c'est maintenant d'aller vers plus de patients. C'est dans le cadre d'un essai clinique, c'est ça? C'est un essai clinique très... Et qui est terminé aujourd'hui ou... Donc celui-là, je pense qu'il est effectivement terminé. Okay, très bien. Donc c'était juste au moment du Covid, donc ça a été un peu difficile, mais le résultat est quand même assez exceptionnel. Est-ce que c'est là que vous nous montrez ce qu'on voit? Est-ce que ces patients-là peuvent voir? Vous avez c'est sur cette... non, j'ai pas de... On va continuer donc. Donc en fait, la dernière chose que je voulais essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est que là, c'est tous des patients qui perdent les photorécepteurs. Donc en fait, ils ont encore ce qu'on appelle le nerf optique qui lie l'œil au cerveau. Mais vous savez tous qu'il y a des patients qui perdent ce lien, le nerf optique, entre l'œil et le cerveau. C'est par exemple les patients qui sont atteints de glaucome ou de rétinopathie diabétique ou de certaines atrophies optiques. Donc pour ces patients, on s'est demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour leur redonner aussi la vue? Donc en fait, il y a eu des approches, même dans les années 60, où en fait des scientifiques ont mis des électrodes à la surface du cortex visuel qui est derrière notre tête là. Et en fait, ces patients, ils arrivaient à retrouver une certaine vision. Mais malheureusement, il y a une sorte de rejet de ces implants. On stimulait par des petites décharges électriques le cerveau et ils voyaient quelque chose en fait. Ils voyaient quelque chose, mais il y a une forme de rejet de ces électrodes. Et récemment, il y a eu des nouvelles expériences avec d'autres formes d'implantation. Et à chaque fois, il y a ce phénomène de rejet. Donc nous, on s'est dit, il faut développer un système à distance, sans contact, pour activer les neurones. Alors si vous avez bien suivi, vous allez me dire, il faut faire de l'optogénétique, vous allez stimuler à distance avec de la lumière. La difficulté, c'est que le cerveau, il est un peu opaque à la lumière, donc on peut difficilement faire pénétrer des images dans le cerveau. Et donc ce qu'on a proposé, c'est au lieu d'utiliser de la lumière, c'est d'utiliser des ultrasons. Alors les ultrasons, je pense que tout le monde connaît les images d'échographie prénatale. L'échographie, c'est une image qui se fait par ultrason. Donc si on peut enregistrer cette image ultrasonore, ça veut dire qu'on pourrait projeter une image ultrasonore dans le cerveau. C'est très profondément. C'est l'échographie à l'envers en fait. C'est un peu ça. Oui, on ferait l'inverse de l'image, de l'imagerie. Et donc là, ce qu'on a proposé, vous allez me dire, ils sont fous ces chercheurs, c'est de rendre les neurones du cortex visuel sensibles aux ultrasons. Et donc pour ça, on a fait un petit peu comme pour la thérapie optogénétique. On a injecté, donc pour l'instant on n'est que chez des rongeurs, du moins on a fait la preuve de concept chez les rongeurs. Donc on a injecté un vecteur de thérapie génique. C'est-à-dire un petit virus dans lequel on met le gène. Oui, en fait c'est plus un virus, c'est juste un vecteur, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout le matériel génétique qui permet en fait au virus de se reproduire. Donc on l'utilise que comme un cargo, un peu comme un vecteur, quoi. Il amène, c'est une enveloppe. C'est ça, c'est-à-dire que le virus, l'intérêt, c'est qu'il va rentrer dans la cellule pour ramener le gène au bon endroit. On utilise la capacité de son enveloppe pour rentrer dans les cellules et délivrer le gène. Et donc on a mis un gène qui exprime en fait un canal ionique sensible aux ultrasons. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'effectivement, les neurones deviennent sensibles aux ultrasons avec une très très bonne résolution temporelle, c'est-à-dire que quand on stimule avec des ultrasons le cortex visuel, en quelques millisecondes, les neurones s'activent. Et puis il y a une très bonne résolution spatiale, c'est-à-dire que si on déplace le stimulateur, on stimule d'autres zones. Et donc ça veut dire qu'on pourrait faire un stimulateur sur le cortex visuel pour projeter des images et que du coup l'animal perçoive des images. Alors c'est ce qu'on veut faire. On a montré que si on stimule en ultrason comme ça un animal où on a transfecté son cortex, il voit un flash lumineux. Maintenant, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'il peut voir des formes. Et le jour où on aura démontré qu'il voit des formes, on pourra essayer peut-être de faire ce qui est un peu représenté là graphiquement sur l'image, c'est-à-dire qu'un patient porterait des lunettes pour faire des images de ce qu'il a devant lui, et puis sur le cortex visuel, il aurait un stimulateur ultrasonore qui projetterait
ces images par ultrasons dans son cortex visuel. Alors, pour résumer, l'idée c'est d'intégrer dans le cortex visuel, dans les cellules, dans les neurones du cortex visuel, une protéine qui va être sensible à la stimulation des ultrasons, c'est-à-dire qui est sensible à la pression. C'est-à-dire quand on voit... C'est une déformation mécanique un peu, mais très très fine. C'est-à-dire que le son, il va déplacer un petit peu de comment on pourrait dire, d'air ou de... Il va créer du mouvement. Oui. Ça va être capté par la protéine qui va du coup émettre un signal qui va stimuler le neurone et donc générer les images. Mais tout l'intérêt et tout l'enjeu, c'est d'arriver à coder ces images. C'est-à-dire que quand la lunette va filmer l'environnement, il faut qu'elle transforme cette image-là en quelque chose de sonore pour pouvoir après Alors pour l'instant, il n'y a pas ces dispositifs. Ils n'existent pas encore. Mais justement là, on travaille avec Michael Tanter, qui est le spécialiste, un des spécialistes mondiaux des ultrasons, et qui, pour lui, considère que c'est tout à fait possible. Pour lui, on est dans le domaine du possible. Et justement, avec lui et Anna Moroni, une collègue de l'Université de Milan, on a obtenu un financement de 8 millions d'euros pour amener en fait cette technologie en clinique. Donc là, c'est les étapes précliniques. On doit démontrer chez l'animal que l'animal va pouvoir voir une forme comme une lettre. Et si on démontre ça, on pourra s'engager dans un processus vers la clinique. Je n'ose pas vous demander comment on fait pour démontrer qu'un animal a vu une lettre. Et surtout, comment vous lui posez la question, en fait? Alors, il y a un chercheur hollandais qui a mis justement des électrodes dans le cerveau des animaux et il a appris l'animal à regarder une lettre, puis enlever la lettre, et il lui présentait plusieurs lettres. Et l'animal était capable de faire une saccade visuelle vers la lettre qu'il venait de voir. Donc vous lui présentez un A, vous enlevez l'AEA, puis après vous lui présentez ABCD, et il va, avec ses yeux, montrer le A. Donc en fait, il va, d'une certaine manière, vous dire « j'ai lu le A ». J'ai vu le A. Et ce qu'a fait ce chercheur hollandais, c'est qu'avec les électrodes qu'il avait mis dans le cerveau, il a pu montrer que l'animal, quand on lui montre une lettre comme un A, on peut regarder toutes les électrodes qui s'activent. Et puis après, il a fait l'inverse. Il a stimulé toutes ces électrodes qui s'étaient activées. Et il a demandé à l'animal « quelle lettre as-tu vue ?» Et l'animal a décrit la belle lettre, la bonne lettre. Donc en fait, il a pu montrer qu'on peut, par stimulation électrique dans le cortex visuel, en fait, générer la perception des formes. Je pensais vous piéger avec ma question, mais ça va prendre, tant pis. Alors, je suis journaliste et aujourd'hui, je suis venu avec un scoop. On peut dire ça comme ça, hein. Ça n'arrive pas tous les jours, alors quand j'en ai un, j'en profite. Je crois que ce que va nous expliquer Sylvie, c'est pas avec les yeux qu'on voit. Finalement, c'est ce que vous pensiez peut-être tous. Mais ce n'est vraiment pas avec les yeux qu'on voit. Donc Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, merci beaucoup Olivier. Et merci à Serge qui a fait une excellente transition en allant de la rétine jusqu'au cerveau, puisque effectivement, vous croyez tous que vous voyez grâce à vos yeux, mais en fait, les yeux ne sont pas l'organe de la vision. L'organe de la vision, c'est le cerveau. Et donc, si on pose un œil tout seul sur une table ou dans une salle, il ne verra jamais. Donc l'œil, il capte les rayons lumineux. Bien sûr, il est indispensable à la vision. Mais ensuite, comme l'a dit Serge, il y a le nerf optique, des voies visuelles. Tout ça arrive au cerveau. Et le cerveau a cette lourde tâche de reconstruire la scène et de vous donner à voir ce que les yeux ont capté, puisque à la sortie de l'œil, il n'y a plus d'image. En fait, les yeux ont capté une image, l'image est déconstruite à la sortie de l'œil, elle est envoyée sous forme de signal électrique au cortex, et votre cerveau reconstruit l'image, vous la projette devant vos yeux et vous fait croire que ce que vous avez devant les yeux, c'est ce que vos yeux ont perçu. Mais en réalité, c'est ce que votre cerveau a construit. Et c'est pour ça qu'on peut d'ailleurs penser à stimuler directement le cerveau. Alors, pour que vous me croyiez, et pas uniquement sur parole, on va faire une petite expérience ensemble pour que je vous explique qu'on apprend à voir comme on apprend à parler, comme on apprend à marcher, comme on apprend à compter. Donc on croit toujours qu'on ouvre les yeux et qu'on voit, pas du tout. Le bébé, dès la naissance, et même in utero,
même s'il n'y a pas grand-chose à voir, il va commencer à roder son système visuel et dès la naissance, il va apprendre à voir. Alors, là, derrière moi, vous avez un tableau qui est un tableau de 2 gars. Certains et certaines parmi vous l'ont peut-être déjà vu. Donc ce tableau, il s'appelle Côte escarpée, parce que vous voyez probablement la mer à droite, le ciel en haut, les collines. J'imagine que tout le monde voit un paysage. Donc je vous laisse quelques secondes sous les yeux, pas trop longtemps parce qu'on n'aura pas le temps. Sylvie, je tiens juste à dire que je n'ai pas triché, je n'ai pas vu le résultat, mais si jamais je trouve, ça sera tant plus méritant. Non, mais tout le monde va trouver à la diapo d'après. Donc là, il s'agit de regarder ce paysage. Et si maintenant, je vous montre cette autre diapositive, vous allez voir qu'en fait, 2 gars, avant d'avoir peint cette côte escarpée, il avait peint cette femme à la toilette que j'ai tournée volontairement parce qu'en fait, elle est cachée dans le tableau de droite, dans le paysage. Donc, je ne sais pas, Olivier. Oui, je l'ai vu. Si, voilà, elle est visible. Et donc, est-ce que tout le monde la voit? Ouais. Voilà. Oh, pardon. Voilà, je pensais que j'avais un pointeur, mais non. Donc, j'imagine que tout le monde l'a vu. On voit ses jambes sur la gauche, son torse, sa poitrine, son visage, ses cheveux. Pourquoi est-ce que je vous ai fait faire cette expérience? Tout le monde la voit? Sinon, je peux les pointer. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai fait faire cette expérience? Pour que vous vous rendiez compte que quand je vous ai montré cette image juste avant, vous aviez les mêmes yeux, vous aviez la même acuité visuelle, vous aviez les mêmes lunettes si vous avez des lunettes, et vous ne l'aviez pas vue. Vous ne l'aviez pas vue parce que vous n'aviez pas appris à la voir. Et donc, en fait, on ne voit que ce qu'on a appris à voir. Et tout au long de notre vie, on va être aveugles, tous, à des choses qu'on n'a pas appris à voir. Et quand le cerveau est lésé, et non pas les yeux, on peut perdre le savoir visuel qu'on a acquis jusque-là. Donc on peut désapprendre à voir, si on utilise un néologisme. Et les enfants qui grandissent avec un cerveau qui ne fonctionne pas comme il devrait peuvent être incapables d'apprendre à voir. Et donc du coup, on sait maintenant que, comme le disait Serge, l'œil est connecté au cerveau. Donc l'œil envoie des informations jusqu'au cerveau qui va donc construire la scène visuelle. Et si jamais on a une lésion donc au niveau du cortex visuel, le cerveau ne peut pas construire la scène. Et on sait que donc l'œil envoie des informations au cerveau, le cerveau renvoie des informations à l'œil pour dire ce qu'il a vu. Et si jamais on a une lésion au niveau cérébral, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus apprendre à voir, on ne peut plus reconnaître ce qu'on voit, on ne peut plus détecter tout ce qu'on voit. Et ces troubles-là, on les appelle des troubles neurovisuels, par opposition aux troubles ophtalmologiques qui sont liés à des lésions de l'œil. Et alors, la magie, donc ces troubles neurovisuels, ils vont atteindre des enfants, soit qui ont eu des lésions cérébrales autour de la naissance, qui sont nés grands prématurés, qui ont eu une détresse respiratoire, qui ont eu un AVC néonatal, ou des enfants qui ont eu des encéphalites, des méningites, etc. Et on va voir aussi ces troubles-là dans 30% des cas après un accident vasculaire cérébral. Et donc on estime aujourd'hui que ces troubles neurovisuels sont la première cause de grande malvoyance dans les pays industrialisés, où, comme le disait Serge, on sait de mieux en mieux prévenir la cécité ophtalmologique, mais on réanime de mieux en mieux les patients qui ont des lésions cérébrales, mais qui du coup peuvent avoir ce type de troubles. Et donc ces troubles, ils vont pouvoir atteindre l'étendue du champ visuel, l'analyse visuelle, l'exploration visuelle, la mémoire visuelle, la tension visuelle, et même notre mémoire visuelle. Et donc ces troubles qu'on ne connaît pas, il se peut qu'ils concernent, enfin on pense qu'ils concernent entre 1 et 3 enfants par classe. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une maladie orpheline. Ce sont des troubles extrêmement fréquents. Et le problème, c'est que ces enfants sont pris pour des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique, pour des enfants qui ont des troubles des apprentissages, pour des enfants qui ont une déficience intellectuelle, alors qu'en réalité, ils ont un trouble visuel lié à cette atteinte au niveau cérébral. Et donc, du coup, je vous explique comment ça se présente. Donc, quand vous regardez cette scène, quand vous regardez au centre de la scène, vous voyez toute la scène. Mais ces enfants et ces patients, quand ils regardent au milieu de la scène, voilà ce qu'ils voient, la moitié de la scène. Et s'ils bougent les yeux, voilà ce qu'ils vont voir.
une partie de moins en moins grande de la scène. Et puis certains vont voir le centre de l'image uniquement, là où ils posent leurs yeux. Et donc ils auront ce dont Maxime parlait tout à l'heure, qu'on appelle une vision tubulaire, comme si on regardait à l'intérieur d'un tube de papier cadeau. Et donc certains patients vont voir comme ça, et puis d'autres vont à l'inverse perdre la vision là où ils regardent, c'est-à-dire qu'ils vont regarder un point, et puis à l'endroit où ils regardent, ils ne voient pas. Ils voient là où ils ne regardent pas. Donc c'est bien qu'on ait deux verbes. Je suis pas sûr de la... Ils ne voient pas là où ils regardent, ils voient autour de là où ils regardent. Et puis il y a d'autres patients qui vont voir quelque chose qui ressemble à un kaléidoscope. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas construire la scène. Et donc il faut imaginer qu'il y a dans chaque classe des enfants qui ont ce type de vision, mais pour lesquels on n'a pas fait le diagnostic d'un trouble neurovisuel, mais pour qui on a fait un diagnostic d'un trouble des apprentissages ou un trouble des interactions ou une déficience intellectuelle. Le diagnostic se fait facilement quand même. Alors, donc d'autres enfants vont voir comme ça. Alors maintenant, on a mis au point des outils pour diagnostiquer ces troubles-là, et puis aussi des outils pour restaurer la vision quand la vision est perdue du fait d'une lésion cérébrale. Donc tout à l'heure, Serge a expliqué les outils qui sont mis au point à l'Institut de la vision pour réparer la vision quand elle est perdue du fait d'une lésion de l'œil ou du nerf optique. Nous, on s'adresse à des patients donc qui ont perdu la vision après une lésion cérébrale et non pas oculaire. Et là, donc, je vais vous raconter quelque chose d'assez magique qu'on connaît depuis quelques dizaines d'années. Donc, on le disait tout à l'heure, l'œil est relié au cerveau par une grande voie visuelle, la voie visuelle principale. Mais on sait maintenant qu'il y a une autre voie visuelle, qui est une voie visuelle directe entre l'œil et les régions dans le cerveau qui permettent, par exemple, de diriger des gestes. C'est cette voie visuelle qu'on appelle la voie visuelle d'alerte, qui est une voie visuelle très rapide, que vous mettez en jeu quand vous évitez un obstacle très vite, quand vous marchez ou quand vous êtes en voiture et que vous roulez, et puis tout d'un coup vous faites un écart et vous ne saurez jamais ce que vous avez évité parce que vous n'avez pas activé la voie visuelle lente qui vous permet de reconnaître, vous avez activé cette voie rapide qui vous permet de vous adapter sans même savoir ce que vous avez évité. Donc cette voie visuelle très rapide, c'est celle qu'on a héritée des animaux qui se protègent des prédateurs, mais qu'on a encore chez l'homme et qui est totalement inconsciente. Et donc on a découvert que les patients qui avaient une lésion dans leur cortex visuel, ils ont toujours cette voie visuelle d'alerte qui fonctionne, cette voie visuelle non consciente. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, un petit peu, voilà, c'est le même type de recherche un petit peu qu'à l'Institut de la vision. On s'est dit, puisque les patients qui ont perdu la vision consciente du fait de leur lésion dans les aires visuelles ont gardé cette capacité à voir de manière inconsciente, on va peut-être essayer de stimuler cette voie visuelle non consciente pour la rendre à nouveau consciente. Alors vous allez me dire comment déjà on se rend compte qu'un patient continue à voir sans en avoir conscience. On va lui proposer par exemple un objet dans son champ visuel aveugle. On va lui dire est-ce que vous voyez quelque chose? Et là le patient va dire non, je ne vois rien, ça tombe dans mon champ aveugle, cette partie noire que je vous ai montrée tout à l'heure. Non, je ne vois pas. Et puis on va lui dire très bien, mais s'il y avait quelque chose, où est-ce que vous iriez le chercher? Et là, le patient va diriger un geste vers l'objet, un petit peu comme le patient de Serge qui tout à l'heure disait « je crois qu'il y a quelque chose qui est posé sur la table ». Là, le patient va faire un geste et, à sa plus grande surprise, il va attraper l'objet qu'il n'avait pas perçu visuellement, consciemment, mais que son cerveau a traité sans qu'il en ait conscience. Et donc, nous, on a mis au point une technique où on force le patient à voir dans son champ aveugle. Donc on lui montre des choses, par exemple une lettre. Donc on lui montre soit un A, soit un L, soit un C. La question, c'est pas est-ce que vous voyez quelque chose? La question, c'est s'il y avait une lettre qui était présentée, est-ce que ce serait un A, un L ou un C? Donc de fait, on ne lui demande pas s'il voit ou pas, on le force à voir ce qu'on a présenté, en lui expliquant que quelque part dans son cerveau, il y a une région qui a vu, même si lui n'en a pas conscience. Et donc à ce moment-là, le patient va
donner sa réponse et on se rend compte que bien au-delà du hasard, il est capable de reconnaître la lettre. Et donc on va le surstimuler jusqu'au moment où il dit « Ah, j'ai l'impression que c'était un L. Ah, je crois que c'était un L. Je sens que c'était un L. Je vois, c'est un L. » Et donc on va restaurer son champ visuel après l'avoir forcé à voir. Et donc ce que vous voyez en bas, c'est le champ visuel d'un patient donc avant la rééducation, après la rééducation. Donc en noir, c'est la partie où il ne voyait pas. Et puis on va le forcer à reconnaître des cibles dans la partie aveugle de son champ visuel. Et peu à peu, le champ visuel va s'éclaircir. Et par convention, quand c'est clair, c'est qu'on voit. Quand c'est noir, c'est qu'on ne voit pas. Et vous voyez le champ visuel de l'œil gauche et de l'œil droit qui s'éclaircit après 12 semaines de rééducation, où le patient a réappris à voir. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a utilisé les capacités de neuroplasticité du Exactement. cerveau pour qu'il se reconfigure, qu'il trouve un chemin de traverse. Exactement. Voilà. Donc en fait, pour le cerveau, c'est une situation impossible que de pouvoir dire quelle est la lettre qui est à l'écran sans l'avoir vue. Donc on met le patient dans une situation qui n'est pas acceptable. Et donc le cerveau va devoir trouver une solution. Et à chaque fois que le cerveau cherche une solution, en fait, il va créer un nouveau chemin. Et il va respécialiser une région qui va devenir une région de la conscience visuelle. Alors on peut faire ça aussi chez des bébés, puisque nous on reçoit les bébés à partir de 1 mois, quand ils sont nés dans un contexte de naissance difficile, de prématurité, de détresse respiratoire, de cordon autour du cou, d'AVC néonatal, et on va les stimuler avec les stimuli qui sont les plus prégnants, c'est-à-dire en noir et blanc, lumineux, en couleur, et là encore on va les forcer à voir. Et on va reconstruire leur vision. Et donc, du coup, comme on le disait en introduction, je suis très impliquée dans la première association qui vise à informer, à former, à dépister les patients, à guider les familles, à guider les cliniciens, à rééduquer ces troubles, à les faire reconnaître. Parce que, comme je vous le disais, ce ne sont pas du tout c'est pas une maladie orpheline dont on parle. Il y a sans doute plusieurs enfants par classe qui présentent des troubles neurovisuels au sens large, qui peuvent toucher le champ visuel ou l'attention visuelle ou la mémoire visuelle et qui les gênent au quotidien. Et donc récemment, j'ai écrit ce livre Dans le cerveau 2. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui porte... Donc en fait, je suis rentrée dans le cerveau de gens qui ont une façon exceptionnelle d'utiliser leur cerveau. Et il y a un chapitre qui porte sur une reporter de guerre qui décrit très bien cette vision d'alerte, cette vision inconsciente, parce qu'elle aussi, à l'état normal, comme vous et moi, donc peut-être plus encore que vous et moi, quand elle est dans une ville qui est en plein conflit, elle est obligée de donner du sens à toutes ces perceptions inconscientes qu'elle a autour d'elle pour pouvoir détecter une personne qui n'aurait rien à faire là, un drapeau qui n'aurait rien à faire là et qui signe qu'il y a peut-être une milice qui est là et qui va l'attaquer. Et donc, du coup, cette vision inconsciente, elle existe aussi à l'état normal et elle nous sert énormément à l'état normal. J'avais prévu un petit mot de la fin, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions. Donc, je préfère qu'on passe Absolument, peut-être aux questions du public, si ça vous embête merci pas. Olivier. Voilà, je vois une question déjà au dernier rang de ce côté. Merci beaucoup. On vous écoute, madame. Bonjour, j'avais une question pour les électrodes qu'on a placées derrière le cerveau. Je voulais savoir si vous étiez inspiré des cétacés, des cétacés, oui, parce qu'ils communiquent, parce qu'en fait, dans l'eau, la vue n'est pas forcément nécessaire, on voit pas très bien, et du coup, je vais citer, je vais par exemple utiliser le cachalot qui va du coup se situer avec des ultrasons justement, et du coup, je me disais, est-ce que vous... Merci. Oui. Franchement, qu'on a compris. En fait, c'est une bonne question. Votre Effectivement, question, il y a beaucoup d'animaux qui ont en fait des perceptions par ultrasons. Là, c'est plus en fait l'idée que on s'était rendu compte que l'optique n'était pas utilisable et que en fait, par contre, les ultrasons pénètrent à l'intérieur du corps humain très très bien. Alors après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que justement, dans les ultrasons, il y a toute une gamme de fréquences et en fait, en fonction de cette fréquence, vous allez avoir certaines fréquences qui vont mieux pénétrer que d'autres. Et donc, c'est tout le jeu que nous avons parce que plus, en fait, c'est une haute fréquence, elle pénètre très peu
mais par contre, elle a une très très bonne résolution pour les images, mais aussi pour du coup projeter des images. Donc en fait, c'est sur toute cette technologie qu'on réfléchit à comment mieux utiliser en fait les ultrasons. Merci beaucoup. On va prendre une question en face, on vous écoute. Bonjour madame. Bonjour, en fait j'avais une question sur le dernier protocole qui a été expliqué sur la vision justement non consciente. Et je me demandais pourquoi, au lieu par exemple de leur présenter toutes les lettres de l'alphabet, de leur demander s'il y avait une lettre, laquelle ce serait, vous leur citez les 3 possibilités et qu'il y a seulement 3 lettres possibles. Est-ce que c'est une préparation? Oui, c'est ça. Merci. C'est parce qu'on appelle ça une tâche en choix forcé. C'est-à-dire que on met le sujet dans une situation où il va devoir choisir une réponse parmi un certain nombre. Parce que si c'était une réponse parmi tout l'alphabet, alors ce serait plus une tâche en choix forcé, ce serait vraiment une tâche de reconnaissance. Et ça, c'est beaucoup plus difficile au départ. Donc si on veut les forcer à voir, il faut qu'on leur propose une tâche qu'on appelle en choix forcé, c'est-à-dire comme un QCM. Donc vous avez plusieurs possibilités et vous savez que la bonne réponse est parmi ces possibilités. Et donc du coup, effectivement, on les aide à prendre une décision sur le bon stimulus, on les force à voir. Et c'est comme ça que ça marche, que ce soit pour des lettres, pour des formes, pour des orientations spatiales, pour des couleurs, peu importe. Donc on fait ça pour toute la panoplie des stimuli visuels. Merci beaucoup. Madame, on vous écoute au premier rang. Oui, bonjour et merci. Voilà, vous avez parlé de la rétine, bien sûr, essentielle, mais vous n'avez pas parlé de la vision périphérique qui aide un malvoyant à repérer, à voir. Merci. Alors, dans la vision périphérique, si, elle est extrêmement importante parce que même les patients, par exemple, qui sont atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc qui perdent la vision centrale, et c'est ceux justement qui étaient inclus dans le test des prothèses, en fait, ils gardent une vision périphérique. Mais cette vision périphérique, elle est de très basse acuité visuelle. C'est pour ça qu'on essaye de leur redonner une acuité visuelle centrale pour la lecture, parce qu'en fait, si vous essayez de regarder votre main sur le côté, comme ça, vous n'arrivez même pas à compter vos doigts. Donc c'est pour vous montrer à quel point, en fait, notre acuité visuelle périphérique est très mauvaise. Par contre, c'est très important parce que dès qu'on voit passer quelque chose, tout de suite, on est attiré et on va tourner la tête. Donc, en fait, elle est extrêmement importante pour l'alerte. Et puis aussi, justement, pour ces patients, ils peuvent quand même se déplacer de manière autonome. Donc, c'est extrêmement important. Alors oui, peut-être que ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a des techniques de rééducation qui visent justement à améliorer la vision périphérique des gens qui ont perdu leur vision centrale pour essayer de la rendre la plus performante possible. Et donc là encore, on va forcer les gens à faire des choses avec leur vision périphérique pour qu'elle ait une meilleure acuité. Merci beaucoup. Et donc la dernière question, on vous écoute. Du coup, en fait, c'était pour poursuivre ma question d'avant. Ça veut dire que j'ai pas répondu alors. Non, c'est juste en fait, ça m'en avait donné une autre, c'était par rapport, est-ce que le choix forcé, après les 12 semaines d'entraînement, est un peu élargi? Par exemple, ils ont joué en 5 lettres, 8 lettres ou... Merci. Alors en fait, c'est même mieux que ça. C'est qu'au bout d'un certain nombre de semaines d'entraînement, les patients récupèrent leur vision. Mais comme la vision, c'est une fonction automatique, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont récupéré. Et quand on fait le champ visuel et qu'on leur montre que maintenant, consciemment, ils voient, en fait, ils sont les premiers étonnés. Eux ont l'impression qu'ils sont moins fatigués, que la vie est plus facile, mais en fait, le champ visuel peut véritablement être restauré. Donc ensuite, c'est de la vision comme vous et moi, et comme dans leur champ voyant. Ça se réautomatise. Donc il n'y a plus besoin de faire ça. Est-ce que j'ai droit, moi, à une petite question pour Maxime? Très rapide. Toute petite. Maxime, on en a discuté un petit peu avant, on a parlé de plein de solutions. D'après votre ophtalmo, vous n'êtes pas forcément éligible à ce type de solution. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est... Pour l'instant, moi, je sais que je vis très bien avec ma cécité et j'ai pas envie de m'accrocher à des espoirs et de courir après cet espoir pendant toute ma vie. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, quand je vous parle, je suis très heureux comme ça. Si un jour il y a quelque chose qui arrive et qui me sera adapté, je serai le plus heureux du monde et c'est parfait. Mais je suis déjà super heureux, donc c'est pas forcément nécessaire à mon épanouissement, quoi. Merci. Bravo. Et merci.
Il me reste encore 13 secondes. Quelques secondes effectivement pour vous informer. Donc Sylvie Choqueron va signer son ouvrage, que vous avez évoqué, dans le cerveau 2. Donc vous pouvez la retrouver dans quelques secondes auprès de notre libraire. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour notre prochaine table ronde. Pourquoi et comment le beau fait du bien. Et donc nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre Lemarquis. Donc à tout de suite. Merci beaucoup.